Oh, les gars, franchement. Quelle mauvaise organisation. Messieurs, Alain Claude Divisé, président d'ensemble Gouvernement. Je vais vous demander encore de vous relever. Nous allons entamer avant tout l'hymne national. En vous remerciant. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime le monde, pourchassant à jamais l'injustice et la honte, qui monte encore et calme nos alarmes, qui prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Cliquez sur le lien, abonnez-vous pour 0,89 et laissez un commentaire sous cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté. De sécurité sociale sont en difficulté. Une dette sociale importante, liée notamment au fait que beaucoup d'entreprises ne payent pas la part patronale et ne reversent même pas la part des employés. Donc voilà la situation globale pour laquelle je n'accepte pas qu'on tente de me faire un procès. Et ce procès qu'on intente, qui est un procès politique, c'est en réalité le procès de chercher à éliminer quelqu'un à qui on va faire porter une responsabilité qu'il n'a jamais assumée. Je n'ai jamais géré les finances publiques du Gabon à quelque titre que ce soit. J'ai géré une responsabilité politique dans mes départements ministériels. Et lorsque j'ai emprunté l'argent de l'État, plutôt l'argent public, pour des travaux, ça a été avec l'autorisation du Conseil des ministres, l'autorisation du Parlement. Et cela a été exécuté. J'attends à ce jour qu'on me fasse le procès de la gestion que j'ai eue, ministère par ministère. C'est ce que j'attends. Et non pas qu'on mette sur moi ce que d'autres ont fait. Sur la question de la posture, ma démarche n'est pas une posture. Ma démarche est l'aboutissement d'une trajectoire. Cette trajectoire politique que j'ai démarrée dans l'opposition à Omar Bongo. Cette trajectoire politique qui m'a conduit à porter sur la place publique des débats importants avec d'autres. Elle m'a conduit progressivement à me rapprocher, non pas moi personnellement, mais par le biais du parti politique auquel j'avais adhéré, le RNB, devenu RPG, dans une alliance entre Père Babesol et Omar Bongo. Lorsqu'Ali Bongo est élu en 2009, lorsqu'il arrive aux responsabilités, je ne suis pas militant du PDG. Je ne fais pas partie de son gouvernement.
Je suis rentré au gouvernement, sous Ali Bongo, le 11 septembre 2015, en même temps que Mme Madeleine Baird. Le 11 septembre 2015. Donc lorsque j'entends dire, il a été là pendant 14 ans, je n'ai pas été ministre sous Ali Bongo pendant 14 ans. J'ai été ministre le 11 mars 2015. Je suis rentré comme ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. J'ai géré le ministère de la communication, où j'ai créé une chaîne publique d'information, Gabon 24. J'ai créé une chaîne publique culturelle, Gabon Culture. J'ai été ministre de la Culture, j'ai fait le nouveau musée national qui existe. C'est sous moi qu'on a payé pour la première fois des droits d'auteur. On a lancé le festival Gabon 9 provinces. J'ai organisé des hommages aux grands noms de la musique gabonaise. Pierre Claver Akenege, Hilary Ngema, Marc Joss, mais surtout Pierre Claver Zeng. C'est nous qui avons fait le coffret qui rassemble toute l'œuvre de Pierre Claver Zeng. J'ai fait ça en tant que ministre de la Culture. Comme ministre de la Culture, je suis venu à Paris, au sein de l'UNESCO, rencontrer Mme Azoulay sur la question du retour, la restitution des biens culturels. Depuis que j'ai quitté le ministère, ce dossier en est où aujourd'hui? Bien, j'ai été ministre des Affaires étrangères. On a réformé la CAC. Mais la CAC, lorsqu'on la réforme, le Gabon avait pris le mandat de la réforme de la CAC en avril, entre avril et mai 2015. Je n'étais pas ministre. Je deviens ministre des Affaires étrangères en 2019. Mais c'est moi qui fais aboutir ce dossier. La CAC a été réformée sous l'impulsion du président, bien sûr, mais avec comme des Affaires étrangères, Alain Claude Billy. J'ai été à l'énergie. J'ai lancé 2 grands projets. Le pied pas. Mais j'ai quitté le ministère depuis bientôt 3 ans. Pourquoi ce projet n'aboutit pas? Moi, je l'ai mis en place avec la BAD. On a fait le PASMIR avec la Banque mondiale. J'ai quitté le ministère. Pourquoi ça va de mal en pire? Lorsqu'on a fait le pied pâle, il s'agit d'un projet pour aider les populations à avoir l'eau potable. Parce qu'aujourd'hui, les populations manquent d'eau potable. Mais on a endetté l'État à 77 milliards de francs CFA pour réparer les fuites d'eau dans les canalisations et remplacer les canalisations. Mais il manquait la production. Et manquant de production et manquant d'argent, j'ai vu avec la SEG, et je cite des noms, M. Egide Bondono Semangoy, PCA de la SEG, nous avons emprunté 100 milliards de francs auprès de BGFI pour lancer le projet Mbomo pour produire de l'eau potable pour Libreville. Dès que j'ai quitté le gouvernement, où on en est avec ce projet? Où 40 milliards ont été débloqués. Donc si on veut qu'on débatte de ça, je demande qu'il y ait un débat télévisé. La télévision nationale du Gabon. Que mes contradicteurs viennent avec des données chiffrées dans les départements que j'ai gérés. Et on me dira, aujourd'hui les chaînes publiques sont en grève. Elles ont été en grève il y a quelque temps. Parce que la subvention de l'État pour la chaîne nationale de télévision au Gabon n'est que de 60 millions de francs CFA. 60 millions de francs CFA. À peine 100 000 euros. C'est ça, pour une année de subvention. Mais, moi j'avais mis en place la redevance audiovisuelle et cinématographique pour financer les chaînes publiques du Gabon. Où va cet argent? Donc voilà, ces procès qu'on me fait en sorcellerie, moi c'est pas une posture, c'est une trajectoire que j'assume. Et j'ai su, et j'ai dit en Conseil des ministres qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et j'ai dit, j'ai su au sein du PDG qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et j'ai pas été entendu, j'ai pas été écouté. Je leur ai dit ceci publiquement. C'est parce que le PDG est né au pouvoir qu'il imagine qu'un jour il ne perdra pas. Si vous aviez la conscience d'aller à la conquête du pouvoir, vous ne feriez pas ce que vous faites. Je n'ai pas été entendu. Et donc j'ai pris mes distances. Je ne suis pas aujourd'hui le continuateur d'Ali Bongo. Je garde à Ali Bongo une loyauté, une amitié. Mais j'ai pris une trajectoire politique différente pour réorienter le pays. Mais je termine sur une chose, madame. Parce que ce débat, je l'entends souvent. Macky Sall a été ministre de Wade. Oui ou non? Bien sûr. Bien. A-t-il mis en place la politique de Wade quand il devient président? Non. Il a mis sa propre politique en place. N'est-ce pas? Ouattara a été Premier ministre sous Fouet. Est-ce qu'on est certain que ce que fait Ouattara aujourd'hui, Fouet l'aurait fait? Donc le fait d'avoir participé d'un gouvernement, en quoi est-ce que ça empêche d'avoir ses idées? Moi je suis allé au gouvernement avec mon cerveau. Et je n'ai pas abandonné mon cerveau. J'ai gardé mon cerveau. Et j'ai mes idées. Et aujourd'hui je porte mes idées pour le pays. On me dit, ah mais le message est bon, mais c'est le messager qui est mauvais. Mais c'est mon message à moi.
si je suis capable d'élaborer un bon message, mais c'est que je porte un bon message. Et ça prendra du temps. Et les Gabonais entendront, ils entendent déjà. Et la désespérance qui grandit fait que les Gabonais entendent davantage ce message pour la culture que je porte. Très bien, Monsieur le Président. Bon, je veux aussi reposer aussi la vie quotidienne, le social des Gabonais. La grève des enseignants qui dure déjà presque 2 mois. Pourquoi, selon vous, l'État gabonais en est-il arrivé à un tel blocage? Que direz-vous aujourd'hui aux enseignants qui ont perdu confiance dans la parole publique? Et concrètement, qu'auriez-vous fait différemment si vous étiez encore aux affaires? Toujours la vie quotidienne des Gabonais. Électricité, eau, dignité, vous l'avez déjà parlé, mais on va reformuler pour que ça rentre, c'est du Coca-Cola. Les Gabonais vivent des coupures d'électricité, des pénuries d'eau, parfois depuis des années. Il y a ma fille qui est au Gabon l'année dernière, elle m'avait appelé, maman, je n'ai plus d'eau pour une vie de femme, qu'est-ce que je fais? J'ai rigolé, j'ai dit, va te laver à la mer qui est juste à côté. Monsieur le Président, pourquoi un pays riche aux ressources naturelles n'arrive-t-il pas à garantir ce service essentiel? Vous l'avez déjà dit, mais il faut reparler, excuse-moi. Et c'est un problème de gouvernance, de corruption, de contrats mal négociés ou d'incompétence administrative. Qui doit rendre des comptes sur ces échecs concrets du quotidien? Là, tout à l'heure, vous nous avez dit que le Gabon a des très bons techniciens. Qu'est-ce qui ne va pas? Le pouvoir a lancé un audit sur la SEG, qui est la société qui fournit l'eau et l'électricité. Et j'observe que 2 ans après avoir lancé cet audit, il n'y a toujours pas de réponse. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je ne suis plus aux responsabilités. Je n'ai pas moi à répondre de la situation actuelle. Il faut demander à ceux qui sont depuis bientôt 3 ans qu'ont-ils fait pour que les Gabonais aient l'eau et l'électricité. Donc, de continuer comme ça à dire oui, mais on a trouvé ça comme ça. Ils savaient que c'était comme ça. Et depuis 3 ans, ils n'ont pas de solution. Sur la question de la grève des enseignants, les enseignants sont assez grands. Dans un pays comme le Gabon, on peut considérer que l'enseignant fait partie de la classe moyenne, une classe moyenne instruite. Ils n'ont pas besoin d'attendre la vie de Bédibise pour savoir ce qu'ils ont à faire. Ils réclament des droits qui sont inscrits dans les textes de l'État, dans le statut de la fonction publique. Ces droits-là, c'est ce qu'ils réclament. Qu'est-ce que j'aurais fait? D'abord discuter, négocier, mettre de l'argent sur la table. Ce sont des pères et mères de famille qui comprennent les choses. Mais quand vous avez dit à des Gabonais, le pays a l'argent, les Gabonais ont entendu. Quand vous avez dit pendant tout ce mandat, vous ne m'entendrez pas dire qu'il n'y a pas d'argent. J'ai déjà tout prévu, j'ai déjà tout réglé. Les Gabonais ont entendu et ils disent, mais donne-nous notre part. On ne fait pas le monde. Donne-nous ce que tu nous dois. En fait, il faut que l'État paye ce qu'il doit. Le problème n'est pas autre. L'État doit payer ce qu'il doit. Et ensuite, régler le problème de fond. Le problème de fond, c'est la gestion de la carrière des fonctionnaires. Faire en sorte qu'un fonctionnaire, au moment où on doit le recruter, on lui prévoit son poste budgétaire afin qu'il soit payé aussitôt qu'il a commencé à travailler. Donc il y a des réformes de fond que nous on porte à EPG. Mais nous ne sommes pas aux responsabilités. Et le jour où on accepte la responsabilité avec la volonté de Dieu et le soutien des populations, nous mettons cela en œuvre. Merci, Monsieur le Président. C'est moi. Peut-être par là, parce que... Bon, allez-y, je vais faire Monsieur le Président, Christian Gomin, du média en ligne La Voix TV. Au fond, quel est l'objectif que vise le président de EPG après sa tournée en France, tournée médiatique j'entends, alors même que vous avez fait aujourd'hui la rencontre avec une partie de la diaspora gabonaise? Pourquoi n'avez pas vous élargi l'attente pour avoir plus de personnes à cette rencontre? Ne fallait-il pas là justement essayer de réconcilier cette diaspora qui est, au vu de ce que nous regardons sur les réseaux sociaux, toutefois divisée? Comment le leader que vous êtes aujourd'hui entendez
réconcilier cette diaspora, mais ces Gabonais qui sont divisés? C'était ma première question. La deuxième, vous avez parlé au cours de votre rencontre tout à l'heure avec la diaspora, de la question justice, vérité et réconciliation. Vous dites, je vous cite, « Je soumets à l'idée, à vous qui êtes ici, et je le ferai aussi à toutes les personnes qui sont à Libreville, j'ai décidé de mettre en place un collectif d'avocats pour saisir la justice internationale. » Au fond, la saisine ou encore la consultation, comment comptez-vous la faire auprès de ceux qui sont à Libreville? Sur la question de la diaspora, pourquoi n'avoir pas élargi? La politique des petits pas, c'est celle qui a permis à la Chine de franchir aujourd'hui les limites qui lui étaient imposées par le passé. J'arrive dans ce milieu en tant qu'opposant, portant un message au sein d'une diaspora qui m'a connu aux responsabilités publiques dans un pouvoir. Et cette diaspora qui a été sceptique. Il faut prendre le temps de laisser le message suivre son chemin. Et les petits pas, c'est rencontrer des petits groupes de personnes pour échanger, pour discuter. Ça, c'est la première chose. La seconde, j'ai indiqué que j'ai été invité par une partie de cette diaspora, notamment les responsables de EPG ici en France. Et donc, c'est avec eux que nous avons conçu le programme qui consiste à aller par petits pas. Nous avons commencé une première fois à Lyon, au mois de juin 2025. Ils m'ont invité à Lyon, où j'ai rencontré certains Gabonais. Hier, j'étais à Amiens, rencontré une dizaine de compatriotes. Là, on était quelques dizaines dans cette salle aujourd'hui pour pouvoir échanger. Et puis, avec le temps, on verra comment élargir le cercle. Le cercle doit s'élargir parce que le message est passé. Et si on doit réconcilier les uns les autres, il faut le temps de l'écoute. Et le temps de l'écoute, c'est le temps des petits comités pour comprendre les difficultés. Et puis, cette diaspora, elle est multiple. Elle n'est pas unique. Elle ne se réduit pas aux activistes qui font, pour certains d'entre eux, un travail important d'éveil de conscience. Et j'ai déjà eu l'occasion de remercier cette diaspora engagée pour éveiller les consciences nationales. Il est donc important d'abord aller par petits groupes, de bien comprendre les situations, de bien serrer les problèmes, et n'étant pas en période électorale, je ne suis pas engagé à faire des grandes causeries, des grands meetings. On prendra le temps de rencontrer les uns et les autres et on verra au fur et à mesure comment ça va se faire. Sur la question de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, moi j'ai été marqué par la situation de 2016. Elle m'a marqué parce que j'étais porte-parole du gouvernement. J'ai communiqué les chiffres que m'ont donné les services de l'État. Et les chiffres que j'ai communiqués, qui me venaient des services de l'État, n'ont à ce jour jamais été contestés par quiconque au sein de l'État. Mais on a voulu faire croire aux Gabonaises et aux Gabonais que j'avais été personnellement impliqué dans ce qui s'est passé. Il y a besoin de vérité, pas seulement pour moi, pour le pays. Il y a besoin de vérité pour que ça ne se reproduise pas. Imaginez que la question des charniers soit réelle. Imaginons qu'il ait effectivement existé des charniers. Comment est-ce qu'on fait pour construire un avenir sans avoir la lumière sur cette question-là, qui est une question d'importance? Et je déplore que ceux qui l'ont porté dans la diaspora, au Gabon, aujourd'hui n'en parlent plus. Et la vraie question, elle est là. J'ai deux questions sans réponse. Première question, si Ali Bongo n'a pas gagné l'élection, comme ça a été dit, qui a gagné l'élection? Il faut que ceux qui ont organisé l'élection, le CGE et les militaires, disent aux Gabonais, voilà, 2023, voici quels étaient les résultats, mais nous on a décidé de prendre le pouvoir et de le conserver. On passe à autre chose. Il faut qu'on le dise. Sur la question de la commission, j'ai cette question. Pourquoi ceux qui en parlaient hier, qui ont fait des marches, qui ont saisi, soi-disant, les instances internationales, aujourd'hui, ils sont en responsabilité, certains au gouvernement, d'autres au Parlement, d'autres dans d'autres institutions.
pourquoi ce sujet, on n'en parle plus? Et donc, la consultation au niveau du Gabon, c'est d'abord un débat, une discussion au sein de EPG. C'est une discussion qu'on va élargir à d'autres forces de conviction qui vont avoir peut-être la même vision que nous. Et ensuite, on verra s'il existe encore aujourd'hui des associations, des collectifs de victimes ou de parents de victimes qui peuvent se joindre à nous, on discutera. Mais c'est une démarche que je ne peux pas engager s'il n'y a pas l'adhésion des forces politiques et sociales du Gabon. Je vais faire cette proposition. Si elle est validée, tant mieux. Si elle n'est pas validée, on continuera à réclamer cette commission jusqu'à ce que chacun comprenne que le pouvoir actuel a des choses à cacher. Merci, M. le Président. C'est bon. Maman, allons-y. Monsieur le Président, j'ai encore une question. Vous insistez sur la nécessité de renforcer l'état de droit. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour garantir l'indépendance des institutions et le respect des libertés fondamentales? Bon, d'abord, en termes de mesures concrètes, c'est difficile pour un opposant d'aller prendre des mesures concrètes. Ce que je propose, et qui est très clair, qui est dans l'idée générale que nous avons de la réforme des institutions, de la question de la rupture, c'est qu'effectivement, il y ait une séparation claire et une vraie indépendance de la justice. Notre justice ne peut plus être à la botte des gouvernements. C'était le cas hier, c'est encore pire aujourd'hui. On ne peut plus avoir une justice qui est instrumentalisée pour régler des comptes ou pour traiter des questions politiciennes. Ce n'est plus possible. Et d'ailleurs, ce que je dis, mais les magistrats eux-mêmes, dans le cadre de leur syndicat, réclament aujourd'hui l'indépendance de la justice. Donc, que le président ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature. Première chose. Que le magistrat, qui a déjà un statut particulier, voit ce statut particulier être appliqué. C'est la deuxième chose. La troisième chose, qu'il y ait davantage de magistrats bien formés, qu'ils soient équipés et que l'ensemble du système judiciaire soit regardé. Les OPJ. Aujourd'hui, il y a la torture. Le Gabon a signé tous les traités qui interdisent la torture. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, au Gabon, on torture. Est-ce qu'un État moderne qui siège aux Nations Unies, qui abrite le siège de la CEAC, qui va chaque année à Genève pour son rapport annuel, est-ce qu'il peut continuer à torturer? Officiellement, il y a un jeune soldat qui est mort sous torture dans les geôles de la défense nationale. Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on peut continuer? Donc oui, l'état de droit, c'est cardinal. Mais cet état de droit, c'est pas une proclamation, c'est un vécu. C'est le respect des droits des uns et des autres. Les droits individuels, les droits publics, les droits politiques. Il faut que cet état de droit soit une réalité. Qu'on arrête de mettre un syndicaliste en prison parce qu'il a seulement réclamé un droit. Et puis cette question de la liberté provisoire. Ça veut dire que quelqu'un, un juge, il n'y a aucun fait, il n'y a aucun élément précis, mais parce qu'il y a un coup de fil politique qui vient du palais, on déclare qu'un tel est en liberté provisoire. Autrement dit, on restreint ses marges de manœuvre, sa liberté. Sur quelle base? Et donc ces sujets sont des sujets d'importance. C'est le moment de répondre présent pour l'appel aux dons 2026. Votre générosité permet de financer nos actions partout en France. Ça tourne. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Donc, j'ai quelques questions à vous poser. Du coup, la première, c'est, Monsieur le Président, depuis que vous prenez la parole étant dans l'opposition, votre constat est que le Gabon va mal. Quels sont les principaux mots? Première question. Le constat que nous faisons, acteurs de l'opposition, nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à faire ce constat. C'est un constat qui est partagé, y compris par les instances internationales, notamment les bailleurs de fonds. Le Gabon va mal sur plusieurs plans. D'abord sur le plan économique, la situation de notre pays aujourd'hui interpelle. Sur le plan de la trajectoire des finances publiques, nous avons des déficits qui se creusent de plus en plus. Nous avons une dette qui a explosé en quelques années.
nous allons tutoyer les 80% pour 2025-2026. Et pour 2027, on annonce quasiment 85% du PIB, sachant que les critères de convergence au niveau de la CEMAC fixent à un maximum de 70% du PIB le taux d'endettement autorisé. Nous allons donc dépasser ces éléments-là, ces taux-là. Et par ailleurs, nous sommes aujourd'hui fragilisés par la baisse drastique de nos réserves de change. Et lorsque nous disons que le pays va mal, c'est le constat qui est fait par ailleurs d'une dégradation des conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais. La vie coûte de plus en plus cher. Les Gabonais ont du mal aujourd'hui à se soigner parce que la CNAMGS est en quasi faillite. On est en train d'articuler le fonds 4, ça veut dire aller chercher dans le secteur informel comment renflouer quelque peu les caisses. Sauf que ce secteur informel est aujourd'hui convoité aussi bien par la CNAMGS, la CNSS, les impôts, sachant par ailleurs que plus de 95% des acteurs du secteur informel, ce sont des Africains venus généralement de l'Ouest. Et ça veut dire qu'en général, il y a la situation de leur... il y a la question de leur situation administrative dans notre pays. Comment est-ce qu'on fait pour que les compatriotes gabonais soient pris en charge en même temps qu'il va y avoir des Africains qui sont arrivés sans qu'on sache exactement quelle est leur situation administrative. Donc il y a là plusieurs problèmes. Si on regarde aujourd'hui la question de la fourniture d'eau et d'électricité, moi j'ai été aux responsabilités, j'ai été ministre de l'énergie. Il y avait des problèmes, mais pas comme ce qu'on observe aujourd'hui. Là maintenant, c'est quasiment installé, c'est établi, qu'il y a maintenant un programme journalier de délestage. Ça n'avait jamais été le cas par le passé. On a maintenant des coupures qui durent des journées entières, des nuits entières, et ça a un impact sur l'économie, un impact sur les PME, et oui, le Gabon va mal. Et il va mal parce que le pouvoir semble ne pas avoir de solution, il semble ne pas avoir de réponse concrète. Là, pour les enseignants, on tente de diviser le mouvement, mais les enseignants demandent quelque chose qui est simple. C'est uniquement des situations administratives connues. Et lorsque je m'exprime ici, on me dit, oui, mais ils ont hérité de... Mais un héritage, il y a de l'actif, il y a du passif. Ils ont hérité des actifs également, quand ils font de l'argent qui avait dans les caisses d'État. Lorsqu'ils nous disaient en pleine campagne présidentielle, le pays a l'argent. Mais où est passé cet argent aujourd'hui? Alors, il y a un moment où il faut se poser des bonnes questions. C'est quand il le disait qu'il ne disait pas vrai, ou c'est aujourd'hui qu'il ne dit pas vrai. Il y a l'argent pour augmenter les salaires des généraux, il y a l'argent pour recruter dans l'armée, il y a l'argent pour augmenter la masse salariale des institutions, comme l'Assemblée nationale, comme le Sénat, mais il n'y a pas d'argent pour les enseignants. Donc là, on a un vrai problème et le pays va mal. Merci, Monsieur le Président. Deuxième question. Il y a aujourd'hui une crise sociale qui ne dit pas son nom. Et on voit bien dans le secteur de l'éducation et bien d'autres. Il y a la grosse facture d'électricité à payer du côté de la Guinée équatoriale. Est-ce que l'État peut réellement tenir ses engagements vu que ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui et n'ont souvent pas eu des solutions pérennes? Gérer un État, ce n'est pas comme construire une maison. Quand quelqu'un construit une maison d'habitation, il connaît le commencement, il connaît la fin. Un État, c'est une continuité historique. Ceux qui arrivent aujourd'hui ont l'obligation de régler les problèmes qu'ils ont trouvés, c'est d'autant plus que personne ne les a appelés. Ils ont eux-mêmes fait le choix de faire un coup d'État pour prendre le pouvoir. Et donc, ils ont hérité des actifs, comme je le disais tantôt, et là, il faut apurer le passif. Mais, dans le même temps, nous ne sentons pas de priorisation dans ce qu'il y a à faire. Les ressources de l'État ne sont pas inépuisables. Mais dans quoi est-ce que nous mettons les priorités? Est-ce que la priorité pour le Gabon, où on n'arrive pas à se soigner, c'était de construire la cité de la démocratie, 400 milliards de francs CFA, 52 villas de chefs d'État? Quel est le jour où au Gabon, on aura 52 présidents africains qui arriveront? Il y a eu une réforme de l'Union africaine. Les grands sommets se déroulent tous à Addis Abeba. Il reste les sommets régionaux qui ne peuvent pas accueillir 52 chefs d'État. Et donc c'est une dépense qui ne s'imposait pas. Mais derrière cette dépense, il y a bien sûr des amis à qui on a donné des marchés sans appel d'offres, les mêmes copains, coquins et consanguins. Et maintenant ils ont ajouté les requins. Quand je parle des requins, c'est tous ceux qui arrivent avec des financements douteux et qui sont aujourd'hui en train d'appauvrir l'État, qui appauvrissent les secteurs entiers. Le secteur du pétrole souffre et les pétroliers sont aujourd'hui en train de se demander de quoi demain sera fait. Quand on a un ministre qui peut dire qu'il y a des entreprises pétrolières qui ont voulu le corrompre, mais sans dire le nom d'entreprise, est-ce que vous imaginez le message qui est envoyé à l'international? C'est qu'au Gabon, nous avons des entreprises, des majors peut-être,
ou des entreprises qui sont connues, mais qui viennent corrompre les autorités. Ce n'est pas très sérieux. Oui, cette crise sociale, hier elle ne disait pas son nom, mais aujourd'hui elle dit son nom. Elle est là, elle est présente. Et moi j'interpelle à nouveau les pouvoirs publics, le gouvernement à agir pour protéger les Gabonais, pour les mettre à l'abri de la difficulté sociale à laquelle ils sont aujourd'hui confrontés. Monsieur le Président, aujourd'hui, est-ce que l'État a une marge de manœuvre et des moyens pour résoudre les problèmes auxquels il fait face et qui s'accumulent? D'autant plus que vous estimez que la situation du pays empire. Il revient à l'État de regarder ses marges, mais l'État a en tout cas l'obligation de régler les problèmes. Si un État existe, c'est pour résoudre les problèmes des Gabonais, ce n'est pas les étrangers. L'État a l'obligation d'apporter des solutions aux problèmes des Gabonais, en faisant en sorte que les ressources qui existent soient mieux réparties. Lorsque un pays comme le Gabon se trouve aujourd'hui en incapacité d'honorer une dette vis-à-vis d'un voisin, auprès de qui nous sommes allés faire une connexion d'électricité, ce n'est pas convenable. Mais ça, c'est la traduction d'une mauvaise planification. On ne peut pas devoir de l'argent aux voisins, sachant que cette électricité est vendue. Lorsqu'elle est vendue au Gabon, il y a de l'argent qui rentre. Où va cet argent? Et donc oui, c'est un État qui planifie mal, c'est un pouvoir qui n'a pas de priorité, c'est un pouvoir qui n'a pas d'axe. Je sais qu'il n'aime pas entendre cela, mais personne n'entend la vérité. La vérité aujourd'hui, c'est qu'il ne sait pas où mène le bateau Gabon. Parce qu'il n'a pas de vision, parce qu'il n'a pas de cap et il n'a pas de boussole. Après 3 ans aux affaires, des nouveaux dirigeants ont continué d'accuser la gestion des précédents régimes. Que dites-vous au gouvernement d'Oligui Nguema qui, apparemment, peine à assumer également ses responsabilités en proposant des solutions, en proposant ces solutions idoines aux préoccupations du corps social et professionnel? Bon, d'abord, moi je ne suis pas là pour porter le bilan de ce que vous appelez l'ancien régime. L'ancien régime était incarné par un chef d'État. S'ils avaient voulu faire le procès du régime, ils pouvaient faire le procès quand Ali Bongo était au Gabon. Si on veut faire le procès politique du régime, M. Oligui lui-même est membre de ces régimes. Il est né dans ces régimes, il a grandi dans ces régimes. Et lorsqu'on regarde la composition de son gouvernement, il a un vice-président qui a été ministre sous Omar Bongo, ministre sous Ali Bongo. Ce n'est pas parce qu'il a fait un tour dans l'opposition que son passé au sein du PDG est toujours effacé. Lorsqu'on regarde le vice-président du gouvernement, il a été ministre d'Ali Bongo, ministre des Affaires étrangères d'Ali Bongo. Quand on regarde celui qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, il a été ambassadeur du Gabon au Sénégal. L'ambassadeur est le représentant personnel du chef de l'État. Il a représenté Ali Bongo au Sénégal. Donc il faut qu'on arrête de penser qu'il y a eu un passé. Ceux qui jouent aujourd'hui à la gestion de l'État étaient déjà là hier. Je regarde l'Assemblée nationale. Je regarde aujourd'hui celui qui est ministre de l'économie. Il était directeur général de la dette sous Ali Bongo. Ce n'est pas un homme neuf. Donc il n'y a pas aujourd'hui d'homme neuf dans la gestion actuelle de l'État et ne découvre pas les dossiers. Monsieur Oligui Nguema était patron des services spéciaux, des services de renseignement. Il n'y a pas un secteur d'activité que les services de renseignement gabonais n'ont pas examiné. Il savait quel était l'état du pays lorsqu'il a décidé de faire un coup d'État. Aujourd'hui, il a le pouvoir, il répond aux attentes des Gabonais. Donc ce procès qui est fait et qui est le procès du passé, personne ne mange le passé. Personne ne vit du passé. On s'inspire du passé pour corriger l'avenir. Si nous, hier, on a mal fait, très bien. Il est aujourd'hui aux responsabilités. Vous ne dites pas à un enfant qui vous dit aujourd'hui j'ai faim, vous ne lui dites pas non, hier tu as mangé. Il a faim aujourd'hui. Et celui qui gère aujourd'hui doit trouver des solutions pour l'enfant aujourd'hui. Même si hier, le père n'a pas trouvé de quoi manger, c'est une raison pour que l'enfant n'ait pas mangé aujourd'hui. Donc c'est eux qui ont la responsabilité de l'État aujourd'hui. Et pour demain, il faut qu'ils en répondent, il faut qu'ils agissent. Dernière, est-ce qu'en fait, on a un problème de batterie pour le micro? J'espère que vous avez On va juste compris. changer. Je vais pas recommencer la réponse. Non, celle-là c'était bon. Il en reste combien? Il y en a d'autres, mais je vais laisser les autres. Bon, oui, quand même. Allez-y. Je passe le micro. Je passe le micro. Vous pouvez aller à la prochaine. Le cadrage, c'est bon? Oui, à la prochaine. Du coup, monsieur Dosso. Ok.
c'est la suite. Vous donnez le go, c'est bon? On va revenir en top. Ouais, c'est bon, de toute façon, on pourrait tout. C'est bon pour vous? Ok. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Alors j'avais quelques petites questions rapidement à vous poser. Alors je suis Olivier Dossou, donc journaliste pour le compte de Civica Media, qui est un média basé à Bruxelles, capitale de l'Union européenne essentiellement, et avec une ligne éditoriale panafricaniste. Première question simple, est-ce que le panafricanisme c'est un gros mot pour vous? Non. Le panafricanisme tel qu'il est pour aujourd'hui dans la vie africaine, je ne le comprends pas. Je comprenais le panafricanisme de Nkrumah, celui qui a été porté par ceux qui ont suivi Nkrumah. Cela voulait dire en réalité, non pas le rejet des autres, mais d'abord une coopération, une intégration africaine. C'est ce que porte en quelque sorte l'Union africaine également, à travers ses projets d'intégration, à travers la ZLECAf. Donc moi je ne comprends pas le panafricanisme de rejet. Je comprends le panafricanisme d'intégration. Et moi, je suis en fait dans une dynamique panafricaniste, mais pas au sens où on l'entend aujourd'hui dans certaines rues africaines. Pensez-vous que les pays de l'AES sont dans un panafricanisme de rejet? L'AES étant l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire les 3 pays du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger, qui se sont retirés donc de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Est-ce que le Gabon pourrait s'en inspirer pour redéfinir un nouveau partenariat politique et économique avec la France? Comment on fait pour prôner le panafricanisme en se retirant d'un instrument par essence panafricain? La CEDEAO a vocation en réalité à manifester l'intégration sous-régionale. Et donc, moi je ne comprends pas ce panafricanisme-là, mais je n'ai pas tous les éléments qui les ont amenés à prendre cette décision. Il y a peut-être des questions de politique, d'interventionnisme, d'ingérence que je ne maîtrise pas. Mais le discours qui est tenu, moi je ne suis pas favorable à ce que nous sortions de ce qu'ils appellent une domination coloniale pour une autre domination coloniale. C'est pour cela que je dis, je suis pour le panafricanisme ancien, à Nkrumah. Ça veut dire l'exigence d'une coopération africaine. Lorsqu'on doit aujourd'hui se déployer sur le continent, se déplacer, est-ce que, avec mon passeport gabonais, je peux accéder aux 50 autres pays du continent? Non. Et donc ce panafricanisme doit exister. Et moi, dans ce débat actuel, je ne vois pas très bien où est le panafricanisme. Je vois un débat de souverainisme, mais je ne vois pas le panafricanisme dans ce débat. Très bien. Alors, Monsieur le Président, vous avez été récemment également mis en cause par plusieurs activistes gabonais, dont un qui est également un journaliste, un confrère, qui est donc Jonas Moulenda, qui vous accuse, aux côtés donc du président Albert Ndossa, de vouloir attenter à la vie des autorités actuelles du pays pour prendre le pouvoir par la force et instaurer une sorte de terrorisme d'État un peu à la façon du Rwanda sous donc, Paul Kagame, à travers donc l'attentat du 6 avril 1994. On connaît les conséquences. Est-ce que vous reconnaissez ces faits et qu'est-ce que vous lui répondez? Quel est le commencement de preuve qu'il y a à ça? Aucun. Mes avocats s'en occuperont. Très bien. Alors, une dernière question également, ou deux petites questions rapidement. Vous entamez une tournée donc en France, une tournée internationale en France. Quels sont les objectifs de cette tournée-là? Est-ce que ces objectifs ont été atteints? D'abord, j'ai été invité par une partie des diasporas gabonaises qui est proche de mes idées et qui a souhaité que je vienne pour échanger. Cela s'est très bien passé. J'en ai profité pour rencontrer d'autres compatriotes en dehors de Paris. J'ai été à Amiens, on a échangé dans un cadre restreint. Et j'ai profité de mon séjour à Paris pour renforcer les contacts que j'entretiens avec un certain nombre de milieux professionnels, des milieux politiques, associatifs et autres. Je crois que nous devons sortir de ce débat qui consiste à penser que la prise de pouvoir en Afrique passe par Paris. Mais dans le même temps, nous ne pouvons pas faire comme s'il n'y avait pas de relation ancienne qui existe entre les pays d'Afrique francophone et la France. La France fait partie aujourd'hui de l'un des pays qui accueille la plus forte diaspora gabonaise, une des plus fortes diasporas gabonaises à travers le monde. Et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas.
lorsque nous voyons le poids aujourd'hui des entreprises françaises dans l'économie gabonaise, on ne peut pas aspirer à diriger le Gabon sans avoir de relations avec ceux qui, aujourd'hui, ont un poids. Là, c'est la France, mais il y en a d'autres que j'irai voir. Parce que moi, je participe de ceux qui pensent que les relations sont des relations d'État et non pas de pouvoir. Donc, les États, il y a ceux qui sont aux responsabilités et il y a ceux qui sont dans les oppositions, avec qui aussi il faut des discussions. Donc, voilà. Très bien. Alors, la toute dernière question. Votre pays, au regard de la situation économique et sociale qui prévaut actuellement, ne saurait faire donc l'économie d'une politique d'austérité. C'est ce qu'on entend dire un peu partout au regard de la situation d'endettement du pays, de la dégradation de la note souveraine de votre pays. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que véritablement Oligui a atteint le plafond de ses compétences et véritablement qui payera la facture de cette politique d'austérité qui s'annonce avec justement la mission que le Fonds monétaire va justement conduire au Gabon bientôt, je crois que c'est d'ici la semaine prochaine, et la conclusion peut-être d'un programme avec le gouvernement donc, gabonais, et quelles pourront être les conséquences notamment pour les populations les plus défavorisées. Merci. Vous parlez d'incompétence et le mot n'est pas volé. Non, non, pas d'incompétence. Le seuil de compétence. Le seuil de sa compétence. Est-ce qu'il l'a atteint, selon vous? C'est pas qu'il est incompétent. Ça conduit à quoi? Bien. La situation du Gabon aujourd'hui, elle n'est pas le fruit d'un accident. C'est le résultat de mauvais choix qui ont été faits. Et ces choix qui ont été faits, ça a été de favoriser l'investissement dans des secteurs non productifs et qui en tout cas n'entraînent pas un dynamisme de l'économie. Lorsqu'on choisit des investissements de prestige, il ne faut pas s'étonner par la suite qu'il n'y ait pas rapidement de retour et il n'y aura même pas de retour. Donc, ce sont les mauvais choix qui ont été faits. Par ailleurs, sur la question budgétaire, je ne connais pas beaucoup de pays qui changent un ministre de l'économie qui a élaboré une loi de finances. Si cette loi de finances a été élaborée par M. Aliko Luyima, pour ne pas le nommer, et qu'on change Aliko Luyima, c'est que cette loi de finances est mauvaise. Il faut donc une autre loi de finances. Est-ce que c'est l'orientation qui est prise? Je n'en sais rien. Il y aura de toutes les façons un plan d'austérité. Je ne vois pas comment, en l'état actuel, les bailleurs de fonds arriveront au Gabon s'il n'y a pas une lisibilité de la trajectoire des finances publiques. Si on ne sait pas avec exactitude quelles sont nos ressources fiscales notamment, nos ressources propres, comment ces ressources sont exploitées, comment les grands indicateurs sont respectés, comment les critères de convergence, la CEMAC notamment, sont respectés. Nous avons aujourd'hui des déficits qui vont filer au-delà de 5%. La limite, elle est à 3%. Lorsqu'on quittait les responsabilités, nous avions un solde budgétaire excédentaire de 1,6 à 1,8. Il est aujourd'hui dans la situation catastrophique que nous connaissons. Nous avons aujourd'hui une situation qui est telle que le Gabon emprunte à des taux d'intérêt presque usuriers avec la dégradation de la note souveraine. Pour qu'il y ait à nouveau confiance à la signature du Gabon, il faut un plan d'austérité. Je ne le souhaite pas, mais ce plan qui va ramener à équilibre entre les ressources et les dépenses. Ça passera par quoi? Forcément, la maîtrise de la dépense publique. Il faut donc la gérer. À défaut d'augmenter les recettes, il faudra baisser les dépenses. Mais baisser les dépenses, ça va impacter notamment les secteurs sociaux. Lorsque, par ailleurs, les populations sont sollicitées pour les taxes et impôts afin de renflouer les caisses de l'État. Donc la situation n'est pas volée. C'est une situation qui est la conséquence de la gouvernance bricolée. C'est une situation qui est la conséquence d'un manque de lisibilité. Il n'y a pas un plan de relance de l'économie. L'économie gabonaise, elle est en panne. Il faut la relancer. Et si on ne la relance pas, notamment par une lisibilité de la trajectoire des finances publiques, je crains qu'effectivement, derrière ce arrivée du FMI, il y ait une vraie austérité. Merci, M. le Président. Merci. Est-ce qu'il ne peut pas changer de...
changer de place. Oh, arrêtez-moi ça, vous aussi. Mm. Oh. C'est bon ou pas? Bon. Donc, On je termine, peux, après, on peut recommencer. je peux